Je m'appelle Ferhat Alani. Je suis français et irakien. En 1989, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, les deux ennemis mortels d'hier vont devoir se retrouver pour faire la paix. Les raisons de leur revirement tiennent en un seul mot, épuisement. Pour une guerre qui n'a fait finalement ni vainqueur, ni vaincu. La guerre entre l'Iran et l'Irak vient de se terminer. Je vais enfin pouvoir découvrir le pays de mes parents. Nous partons pour 2 mois, ma mère, ma sœur et moi. Mon père ne peut pas encore nous accompagner. Plus jeune, il était opposant politique, il ne sait pas s'il peut rentrer au pays sans prendre de risques. Atterrissage à l'aéroport de Bagdad. Passé la douane, l'accueil devient chaleureux, arabe. Une centaine de membres de ma famille nous attend. Ma mère leur fait coucou de la main à travers la vitre qui nous sépare. Je porte une cravate bleue. Seuls 3 hommes moustachus, stoïques, restent un peu à l'écart. Ce sont 3 de mes oncles de Falloujah. Nous formons un convoi d'une vingtaine de voitures. Musique à fond. Je suis frappé par la modernité du pays. Les autoroutes, les lampadaires, les voitures américaines. Nous nous arrêtons à un glacier. Je déguste l'une des meilleures glaces de toute ma vie. Parfum abricot. Le parfum de Bagdad. 2 ans plus tard, à partir de 1991 et le début de l'embargo, l'importation de sucre sera très limitée. La glace deviendra un produit de contrebande que l'on mangera comme on prend de la drogue, en cachette. Au milieu des klaxons en notre honneur, ma cousine me glisse à l'oreille de ne jamais prononcer le nom de Saddam Hussein dans la rue. Ma sœur a cru que c'était un jeu. Ma cousine se jette sur nous. Elle nous enferme dans sa voiture. Elle est furieuse. Pour ma sœur et moi, la fête est finie. J'ai 9 ans. Je déguste aussi la dictature. À l'automne 1989, quelques jours après mon arrivée en Irak, je pars vers Falloujah, la ville d'origine de mes parents. Mon oncle Ayad m'emmène seul. Ma sœur, trop petite, est restée avec ma mère à Bagdad. J'ai l'impression d'être à la campagne. Une belle campagne. Il y a un fleuve, l'Euphrate, dont je porte le nom, Ferhat en arabe. Et un joli pont vert construit par les Britanniques. Ce pont deviendra tristement célèbre en 2004. Hier, 2 4x4 sont tombés dans une embuscade. 4 personnes, dont 3 Américains, ont été tués. Ils étaient chargés de missions de sécurité pour le compte des Américains. Les corps mutilés seront finalement pendus sur un pont. Je remarque tout de suite la différence entre Falloujah et la capitale. Falloujah est bien plus pauvre, mais aussi plus dure et conservatrice. C'est aussi une ville de garnison. Il y a des militaires, comme mon oncle, un peu partout. Je rencontre mon cousin Ahmed, qui a 5 ans de plus que moi. Ses parents sont trop pauvres pour l'envoyer à l'école. Toute la journée, il décharge des caisses au marché. Quelques années plus tard, il déchargera d'autres gens de caisses, pour un groupe d'insurgés anti-américains. À la maison familiale, il n'y a pas de jouets. Je m'ennuie. Mon oncle me prête son pistolet. C'est fou, je le porte à la ceinture. Je suis fier comme un cow-boy. C'est la première fois que je tiens un vrai pistolet. Il est lourd. Je joue avec tout le reste de la journée. Mon oncle a une autre surprise.
un feu d'artifice local, rien que pour moi. Ce soir-là, à Falloujah, je m'endors dans une odeur de poudre. À l'automne 1989, je suis de retour à Bagdad avec ma mère et ma sœur. Si ma famille de Falloujah est modeste, celle de Bagdad est beaucoup plus aisée. Nous sommes à Yarmouk, un quartier huppé de la capitale. Je vais rencontrer mon cousin, Omar. Omar roule en voiture japonaise, une Toyota Royal Crown. Il est élancé, sent bon le parfum et collectionne les petites amies. Il nous emmène, ma sœur et moi, à l'université Mustansariya, où il étudie. C'est la plus vieille université du monde. C'est aussi un îlot de liberté, où les amourettes sont possibles. Les étudiants portent tous plein de parfums et de gomina, comme Omar. Mais Omar sort avec une fille de l'entourage de Saddam Hussein. Et les mukhabarat, les agents de renseignement, sont partout. On apprend que mon cousin a été arrêté. Il a disparu. Ma famille est terrorisée. Quelques jours plus tard, l'un de mes oncles parvient à le retrouver. Gouverneur de l'une des 18 provinces irakiennes, proche du pouvoir, il localise Omar. Mon cousin est prisonnier dans un local secret des services de renseignement. Il finit par être libéré. Omar a arrêté de fréquenter cette fille. Cet été 1990 commence dans la joie. J'ai 10 ans. Ma tante Soumaya et mes cousins irakiens nous rendent visite chez nous à Argenteuil, en banlieue parisienne. Une joie de courte durée, jusqu'au 2 août exactement. Bonjour, c'est la guerre depuis ce matin, la guerre entre l'Irak et le Koweït. Les troupes de Saddam Hussein sont dans la capitale, on se bat tout près. À peine un an de paix, et voici une nouvelle guerre. Ma tante et ses enfants rentrent plus tôt que prévu. Ils craignent que le pays ne ferme ses frontières. Durant 7 mois, l'Irak occupe le Koweït. En janvier 1991, la communauté internationale riposte. Voici maintenant un document pour l'histoire. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi à Bagdad, la première vague de bombardements lancée par les Américains. Mon père, exilé politique, est un adversaire de Saddam. Mais ce soir, il soutient l'armée irakienne. Il pense certainement à sa famille sous les bombes. C'est la première fois que je le vois ivre. Allez, mes frères. Très vite, les premières images de soldats irakiens prisonniers apparaissent. Ma mère croit reconnaître l'un de mes cousins. Le lendemain, dans la cour de récréation, tout le monde parle des feux d'artifice à la télé. Je suis le seul Irakien de l'école. Naïvement, je m'attendais à être soutenu par mes frères arabes. Les Américains vous ont niqué. Je suis en classe de 6e. C'est la première fois que je me bagarre, pour une raison politique. Unanimité rarissime hier soir à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'encontre de l'Irak, un embargo à la fois commercial, financier et militaire, jusqu'au retrait total, je cite, des troupes irakiennes du Koweït
et la restauration du gouvernement légitime koweïtien. En 1992, nous partons en Irak tout l'été, avec ma mère et ma sœur. La guerre avec le Koweït est finie depuis 1 an et demi, mais l'embargo tient toujours. J'ai grandi, le pays, lui, a dégringolé. Les sanctions de l'ONU visent le régime. Elles doivent neutraliser Saddam et l'empêcher de se réarmer. Mais c'est tout le pays qui se retrouve coupé du monde. Il n'y a pas de vol direct pour Bagdad. Il faut atterrir en Jordanie et rejoindre l'Irak en voiture. Je marche dans les rues de Bagdad avec mon cousin Ziad. Ziad a les yeux verts. À chaque fois que nous croisons des voisins, il dit fièrement que je viens tout droit de Paris. D'autres enfants s'approchent. On me sourit. On me pose des questions sur la France, mais très vite, leur attention se porte ailleurs. Il y a de plus en plus de monde. Même les plus âgés, comme les amis de Ziad, veulent voir mes Reebok Pump. Je suis de plus en plus mal à l'aise. Ma voiture contre tes chaussures. Je ne comprends pas, je n'ai que 12 ans. Il insiste, je refuse, il insiste encore. Tout le monde se presse autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. En France, nous sommes loin d'être riches, mais nous vivons bien. Je commence à croire que mon père nous envoie ici pour que je mesure ma chance. L'injustice de l'embargo, je la découvre grâce à une paire de baskets. Un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi nous vivions en France et pas en Irak. Jeune homme, en 1972, il était guide au ministère de la Jeunesse à Bagdad. Saddam Hussein était alors vice-président. En réalité, c'est déjà lui qui tenait le pays. À cette époque, mon père avait sympathisé avec des Français en visite officielle. Ils étaient membres du parti Lutte ouvrière. Tiens, au cas où. Quelques mois plus tard, mon père est arrêté. Il distribuait des tracts d'opposition au régime. Il est enfermé et torturé à Qasr al-Nihaya, une prison dont on ne sort pas vivant. La plupart du temps. Pourquoi lui a-t-il la chance d'être libéré? Impossible de le savoir. À sa sortie, avec une trentaine d'autres, il a droit à un rituel auquel il ne s'attendait pas. Saddam veut impressionner les rares opposants à qui il laisse la vie sauve et montrer sa clémence. Il leur promet qu'ils peuvent retrouver leur vie normale, sans crainte, et que leur séjour en prison sera même indemnisé. Et puis, on les laisse partir. Mon père retrouve son appartement et fait le choix le plus dur de sa vie. Quitter l'Irak pour la France. C'est ici qu'il rencontrera ma mère, une Irakienne en vacances, et c'est ici que nous naîtrons, ma sœur et moi. En 1994, Saddam Hussein autorise les anciens opposants à rentrer au pays.
Une manière, en cette difficile période d'embargo, d'unifier la nation. Mon père peut enfin rentrer chez lui, en Irak. C'est la première fois que nous y allons tous ensemble, mes deux parents, ma sœur et moi. Mon père va retrouver sa ville natale, 22 ans après l'avoir quittée en catastrophe. Falloujah est là, tout près, à quelques virages. Nous arrivons enfin. Je revois mes oncles. Les militaires bourrus que j'avais rencontrés semblent changer à l'apparition de leur grand frère qu'ils n'ont pas vu depuis si longtemps. Bibi Samia, la matriarche, nous accueille chaleureusement. Toute la famille est là. Nous sommes reçus comme des rois. Soudain, le repas est interrompu. Quand il a quitté l'Irak en 1972, le gouvernement était laïque. Seul point sur lequel mon père, trotskiste, ne s'opposait pas au régime. Sa famille ne priait pas. Mais depuis l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes, l'ONU a sanctionné le régime par un embargo inflexible. Les Irakiens ont alors connu la misère, ils ont perdu confiance en leurs dirigeants et se sont massivement tournés vers la religion. Saddam, opportuniste, a fait ajouter la phrase « Dieu est grand » sur le drapeau. Mon père, lui, n'a pas renié Trotsky. En 1994, nous passons tout l'été en Irak avec mes parents et ma sœur. Après Falloujah, nous partons à Ramadi rendre visite à ma tante et mes cousins. Le centre-ville est bondé, les maisons sont cossues et tout autour, le désert. Ce qui me frappe dans cette ville loin de tout, c'est le t-shirt de mon cousin Oday. C'est le plus grand fan de l'équipe de France de foot que je connaisse. Si je lui donne la date d'un match en 1960 par exemple, il peut citer les auteurs des buts à la minute près. À chacun de mes voyages, Oday me demande de lui apporter des magazines 11 mondial et des vignettes Panini, introuvables ici. Sa passion a commencé en 1982 lors d'un voyage dans ma famille. Oday était tombé amoureux de la France de Platini. Oday, c'est mon miroir. Moi, Français, fasciné par l'Irak, et lui, Irakien, fasciné par la France. En 2005, un événement va bouleverser sa vie. Un attentat vise un convoi américain. Ne pas prendre une balle perdue. Se mettre à l'abri d'une autre explosion. Vite. Mais aussi, ne pas être pris pour un insurgé. Le lendemain, comme 4 millions d'Irakiens chassés par la guerre, il quittera le pays et laissera tout derrière lui, y compris son plus grand trésor, sa collection de vignettes de l'équipe de France. En cet été 1994, mon cousin Oday me fait découvrir la ville de Ramadi. Partout où nous allons, les habitants sont très hospitaliers. Trop même. C'est la tradition ici. Cette tradition, on appelle ça être Doulaïmi, du nom de la plus grande tribu de la province. Tout le monde peut être Doulaïmi,
il suffit d'être généreux dans la parole et dans les gestes. C'est une question d'honneur. Dans les taxis, par exemple, le chauffeur nous propose toujours une cigarette. Oday m'explique que si quelqu'un apprécie ouvertement ma montre, je dois lui répondre « Elle est à toi ». Évidemment, la personne en face dira toujours non. À quelqu'un qu'on apprécie, on dit « Akhellik ala rasi ». En français, « Je te mets sur ma tête ». Perdre de sa hauteur pour élever l'autre. Il y a même de la concurrence dans la générosité. C'est à la famille qui égorgera le plus de moutons pour ses invités. Nous rentrons dans un restaurant du centre-ville. Une bagarre, c'est pour payer l'addition. Ici, rien d'anormal. L'excès est parfois poussé beaucoup plus loin. Oday me raconte qu'il arrive même qu'un chef de tribu sorte une arme pour pouvoir payer. À Ramadi, on ne plaisante pas avec l'honneur. À l'été 1995, nous repartons en Irak pendant les vacances. Depuis le début de l'embargo, il y a 4 ans, il n'y a plus de vol direct. Pour entrer dans le pays, il faut atterrir à Amman, en Jordanie. 10 heures de voiture à travers le désert, et au milieu, Trabil, la frontière. Les soldats irakiens sont nerveux, menaçants, insultants. Ce jour-là, un homme a tenté de faire passer un pistolet, caché sous une montagne de dattes à l'arrière de son camion. Les agents de renseignement dépècent quasiment tous les véhicules. Bien que Saddam ait autorisé les anciens opposants à revenir, mon père n'est pas à l'aise avec les représentants du régime. Moi non plus. Nous venons de France, et cela a attiré leur attention. Nous sommes invités à suivre l'un des agents. Notre voiture va être fouillée. Attendre. Rien d'autre à faire. Je vais faire, sans le savoir, une grave erreur. L'officier me hurle dessus. Il m'ordonne de me lever. La semelle de ma chaussure était dirigée vers son visage. Un affront en Irak. Ma mère crie que je n'ai que 15 ans. L'officier va passer ses nerfs sur mon père. Il commence à l'interroger. Je suis tétanisé. Et s'il retournait en prison à cause de moi? C'est un moment humiliant, infantilisant. Un concentré de la dictature de Saddam Hussein. « 12 heures plus tard, les tampons claquent enfin sur nos passeports. Dehors, il fait 50 degrés. Il nous reste encore 5 heures de route. En 1995, les Chicago Bulls perdent en demi-finale du championnat américain de basket contre le Magic d'Orlando. Chez mon cousin Mazen, à Bagdad, nous refaisons le match. Et Mazen lance un défi un peu bête. Celui qui saute le plus haut a gagné. Au volant, mon cousin Saad brûle tous les feux rouges. Nous fonçons à l'hôpital. Un hôpital sous embargo. L'embargo n'interdit pas l'importation d'aliments ni de médicaments, mais les Irakiens n'ont plus de devises et leurs avoirs à l'étranger sont bloqués. Conséquence, leur système de santé s'est effondré et l'on meurt en silence dans les hôpitaux de Bagdad. Je finis par voir un médecin. Il faut me recoudre, mais sans anesthésie. Le médecin dit qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Mon cousin finit par obtenir l'anesthésie. Le médecin me recoud
je ne sens rien. Je demande à mon cousin combien ça lui a coûté. 100 000 dinars, 30 fois le salaire moyen d'un fonctionnaire. Je pense à ceux qui passeront derrière moi et qui n'auront pas les moyens. Eux seront recousus, à vif. Je découvre que l'embargo a nourri la corruption et le marché noir. La misère explose. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Jamais je n'oublierai cette nuit du 19 mars 2003. Je n'ai pas pu rester chez moi à Nanterre. Je ne veux pas voir les images des premières bombes qui frappent Bagdad. J'essaye de penser à autre chose. Et puis, comme toujours, l'Irak revient à moi. Cette chanson est un hommage aux femmes et aux enfants d'Irak, ce soir sous les bombes. Ça fait 8 ans que je ne suis pas retourné en Irak. J'avais 9 ans la première fois que j'y suis allé. Une guerre venait de se terminer. 1 an plus tard, on a appris qu'une nouvelle guerre commençait. J'ai su ce qu'était un embargo. Celui-là dure depuis 12 ans. La population est à bout de souffle. Puis il y a eu le 11 septembre 2001. Pour George W. Bush, Saddam est responsable. Aujourd'hui, le président américain a déclaré que l'Irak faisait partie de l'axe du mal. Encore une guerre. Et ce sont les Irakiens qui vont payer. Merci. Merci beaucoup. Je suis irakien. Ce soir, Bagdad brûle, à nouveau. Ladies and gentlemen, we got him. En 2004, je retrouve l'Irak, 9 ans après l'avoir vu pour la dernière fois. J'ai 24 ans, je suis devenu journaliste et j'ai décidé d'être correspondant sur place pour la presse française. Bagdad est tombé. Saddam Hussein vient d'être arrêté. Il sera jugé, puis exécuté. Et les États-Unis administrent le pays en attendant de mettre en place un gouvernement irakien. Il y a des Américains partout. Je m'installe chez ma tante. Elle me donne des nouvelles de mon cousin Ahmed. Quand je l'ai rencontré, enfant, il déchargeait des caisses au marché. Depuis quelque temps, il travaille pour un groupe d'insurgés anti-américains. Il vient d'être arrêté. Il est torturé à Abu Ghraib, la prison centrale de Bagdad, puis transféré au camp Bouka, le grand centre de détention du Sud. C'est derrière les barreaux qu'il apprend la naissance de son fils. Après 1 an, il est finalement relâché. Ahmed peut rentrer chez lui. Il s'engage dans la police de Falloujah. À cette époque, le travail manque. Être policier, c'est un salaire garanti tous les mois. Une semaine après sa sortie, ma tante m'apprend qu'on l'a retrouvé mort, un CD sur le torse.
Sur le disque, les images de son interrogatoire et de son exécution. Al-Qaïda considère les policiers comme des traîtres à la solde du gouvernement. L'étau se resserre, d'un côté les Américains, de l'autre les nouveaux groupes djihadistes. Un soir de 2004, chez ma tante à Bagdad. Des insurgés ont pris le contrôle de notre rue pour préparer une attaque. Objectif, le checkpoint principal du quartier, tenu par des policiers irakiens. L'attaque dure 15 minutes. 15 minutes d'enfer. Nous essayons d'être invisibles. On pourrait nous prendre pour des combattants. Personne ne dit un mot. À cette époque, pas une journée ne passe sans une explosion. La vie s'organise autour du conflit. J'ai dû apprendre le sens des bruits dans un pays en guerre. Ce bruit-là, tout proche, c'est le bruit de la peur. À Bagdad, environ toutes les 30 minutes, les Chinooks, les hélicoptères américains, passent au-dessus de nos têtes. C'est le bruit de l'occupation, de l'humiliation. Une attaque à l'ouest, puis une colonne de fumée. Il faut prendre la route opposée pour ne pas être coincé dans les embouteillages. Une explosion à proximité. Ne pas sortir. Les tirs ont cessé. La bataille est finie. La guerre a ses bruits. Elle a aussi ses silences. En 2005, mon père est venu me voir à Bagdad. C'est la première fois qu'il rentre depuis la chute de Saddam Hussein. Il est curieux de voir ce qu'est devenu le pays. Un matin, il se rend seul dans un café. Il y avait ses habitudes dans le temps. Il croise par hasard deux amis d'enfance de Falloujah. Il se remémore les étés passés à plonger dans l'Euphrate, puis le temps de l'université à Bagdad. Les trois étudiaient la sociologie. Ils se souviennent de l'appartement qu'ils partageaient dans le quartier de Karada. Puis mon père a fui la dictature, eux sont restés. Ils se revoient pour la première fois depuis 33 ans. Plus de 30 ans d'absence pour quelques minutes de retrouvailles seulement. Un de ses deux amis était accusé par un groupe d'insurgés de travailler avec les Américains. À son retour en France, mon père va faire quelque chose qu'il avait sans cesse repoussé après toutes ces années et deux enfants nés à Paris. Demander la nationalité française. Un jour, en 2006, mon cousin Mazen m'emmène au restaurant à Bagdad. C'est avec lui que je jouais, enfant, à qui sauterait le plus haut, ce qui m'avait conduit à l'hôpital. Une histoire qui l'a marqué. Ce jour-là, il a décidé de devenir médecin.
Nous surprenons une arrestation. Le policier m'a vu. Je risque gros. Nous sommes en 2006, en pleine guerre des milices. D'un côté, les milices sunnites multiplient les attentats contre des cibles chiites. De l'autre, les miliciens chiites, souvent déguisés en policiers, enlèvent et exécutent au hasard des sunnites dans les rues. Il y a des dizaines de morts, tous les jours. Il me demande mes papiers. Mon nom de famille est sunnite. Il m'accuse d'être un terroriste. Il menace de me tuer. Je lui jure que je suis un journaliste français, mais que je n'ai pas mes papiers sur moi. Il hésite. Il ordonne à Mazen d'aller les chercher. Ça me sauvera. Quelques mois plus tard, mon cousin Mazen, médecin à l'hôpital Yarmouk, aura à son tour le destin de cet homme entre ses mains. L'accouchement se présente mal. Mazen sauve le bébé et la jeune femme. Il arrive encore parfois d'oublier si on est sunnite ou chiite. En 2006, ça fait 2 ans que je vis chez ma tante à l'ouest de Bagdad, l'un des foyers de l'insurrection. Pour moi, c'est surtout le quartier de ma tante. Ce soir-là, notre voisin est la cible d'une brigade américaine. Le soldat est sans doute là pour sécuriser la zone, pendant l'opération. Et s'il me tirait dessus pour aller plus vite? Personne ne lui reprocherait rien. Un terroriste de plus, abattu par l'armée américaine. 2006, c'est l'année de naissance de l'État islamique en Irak, le futur Daesh. Les GI sont harcelés. Ils subissent en moyenne 75 attaques par jour. En réponse, ils multiplient les opérations antiterroristes partout dans le pays. Le lendemain, la nouvelle s'est propagée dans le quartier. Notre voisin, membre d'un groupe armé, a été arrêté. Contrairement à mon cœur, qui bat toujours. En 2008, à Bagdad, après 5 ans passés dans la zone rouge, celle réservée aux Irakiens, je vais enfin découvrir la zone verte, là où les Américains et leurs alliés vivent sous haute protection. En tant que journaliste, j'obtiens l'autorisation de filmer l'armée américaine en opération. J'ai l'impression d'être dans un film. Nous décollons depuis une base près de Bagdad. Sur le tarmac où nous atterrissons, des dizaines de points blancs. Ce sont des prisonniers irakiens. Ils sont en route soit pour Abu Ghraib, soit pour le camp Bouka, les 2 grandes prisons du pays utilisées par les Américains. Si Abu Ghraib est célèbre pour le scandale des tortures en 2004, le camp Bouka est connu pour avoir été l'incubateur du futur Daesh. C'est là qu'Abou Bakr el-Baghdadi
aurait jeté les bases de l'organisation islamiste, avec d'autres djihadistes. Des milliers d'Irakiens y ont été enfermés, parfois sans raison, arrêtés au hasard de la guerre par les Américains. Moi, je pense à mon cousin Ahmed. Il est passé par ces 2 prisons, parce qu'il appartenait à un groupe d'insurgés anti-américains. J'imagine sa joie au milieu des milliers de détenus, lorsqu'il a appris qu'il allait devenir père. Et je le vois abattu par les djihadistes d'Al-Qaïda en Irak, à sa sortie de prison. En face de moi, c'est Ahmed que je vois, humilié, apeuré, avancer à petits pas vers son destin. Difficile de rester dans ma position de journaliste. Si j'étais né à Falloujah, je me serais peut-être retrouvé parmi ces hommes. Today, I can report that, as promised, the rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. After nearly 9 years, America's war in Iraq will be over. En 2011, à la veille du départ des soldats américains, j'ai l'autorisation de les filmer une dernière fois. Je passe une semaine dans la zone verte. Le plus souvent, j'attends que des troupes partent en mission pour les accompagner. J'ai le temps de sympathiser avec les soldats. La plupart d'entre eux sont plus jeunes que moi. Au début de la guerre, ils sortaient à pied dans les rues de Bagdad. Ils discutaient avec les gens. Après 5000 morts dans leur rang, les soldats n'ont plus aucun contact avec les Irakiens. Ils ne sortent plus de la zone verte qu'en hélicoptère ou en voiture blindée. Ce soir-là, au fil de la conversation, j'ose leur dire, pour la première fois, je suis irakien. J'avais peur de jeter un froid, mais ils sont curieux. Ils me posent plein de questions. C'est comment la vie à Bagdad ? C'est quoi la différence entre sunnites et chiites ? Entre les Arabes et les Kurdes ? 8 ans après leur arrivée, ils ne savent toujours rien. Ce soir, j'ai l'occasion de les regarder dans les yeux et de leur dire ce que je pense. Je leur dis que la liberté ne s'impose pas, qu'ils ont libéré 1000 dictateurs en voulant en abattre un, qu'ils ont détruit un pays sur la base d'un mensonge, qu'ils en ont fait un terrain de guerre entre groupes armés soutenus par des puissances étrangères, qu'ils ont fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, le pays est en morceaux. We had nothing to do here. Effectivement, ils n'avaient rien à faire ici. L'Irak dont j'ai rêvé, enfant, l'Irak que mon père a dû fuir, mais qu'il a tant aimé. L'Irak, traversé par le fleuve, l'Euphrate, dont je porte le nom. Cet Irak n'existe plus. Depuis que l'armée américaine est partie, l'Irak a encore sombré. Les milices, l'État islamique, des milliers de morts et de déplacés. Certains membres de ma famille sont restés dans le pays, souvent parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mon oncle Ayad, celui qui avait illuminé ma première nuit à Falloujah, n'a pas déménagé. Comme beaucoup d'Irakiens, la guerre l'a rendu plus dur. Il est devenu colérique, asocial. Il a même coupé les ponts avec une grande partie de son entourage. Je n'ai plus de nouvelles. Mon cousin aux yeux verts, Ziad, est resté à Bagdad. Il est agent de sécurité dans une raffinerie et risque sa vie tous les jours. Les raffineries sont souvent les cibles d'attentats. D'autres membres de ma famille ont fui, comme 4 millions d'Irakiens. S'ils ont pu partir, c'est qu'ils en ont trouvé les moyens. L'exil n'est pas donné à tout le monde.
Ma tante Soumaya, qui nous avait rendu visite quand j'étais enfant, a fini par ne plus supporter la vie dans le bruit des explosions. Elle est partie en pleine guerre des milices en 2006 et vit désormais en Jordanie, le pays voisin. Mon cousin Oday vit lui aussi en Jordanie. Il a transmis sa passion de l'équipe de France de football à ses 2 fils qui, eux, n'ont jamais vu l'Irak. Depuis qu'il s'est enfui, Oday n'y est jamais retourné. Mais en Jordanie, il n'y a pas de travail, ni de perspective pour les réfugiés. Oday rêve de partir en Amérique. Mon cousin Omar, qui collectionnait les petites amies, a pu s'installer au Canada, autre pays refuge pour des milliers d'Irakiens. Là-bas, il a eu 2 enfants avec une Canadienne d'origine irakienne. Mon cousin Mazen, qui faisait de son mieux pour soigner ses patients à Bagdad malgré les pénuries, n'a jamais abandonné sa vocation. Il pratique désormais aux États-Unis et mène en parallèle des études pour devenir chirurgien du cœur. Mes parents vivent à Nanterre, en banlieue parisienne. Et ma petite sœur s'est installée à Londres. Elle a fondé une famille avec un Anglais d'origine irakienne, lui aussi. Quant à moi, je vis à Dubaï et je garde un œil sur mes 2 pays, celui de mes parents devenu le mien, l'Irak, et mon pays natal, la France. Je m'appelle Forat Alani, je suis irakien et français.